Les vraies voix sur Sud Radio avec notre grand débat remaniement en vue pour remplacer Édouard Philippe après les municipales remportées par les Verts. Faut-il un Premier ministre écolo 0826 300 300 et mon cher Philippe Rossi. Qu'est-ce que ça donne du côté des réseaux sociaux? Et les réseaux sociaux, où ça vote beaucoup, je vous le dis, continuez de voter d'ailleurs. Pour l'instant, c'est un grand non. Non, pas de ministre écolo pour nos auditeurs, non à 79%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. David Cormand, va falloir essayer de convaincre. Parce que là, le chiffre est énorme. Je vous arrête, je vais pas essayer de les convaincre. Ah si, il faut essayer. Il faut essayer de faire basculer le truc. Combien vous dites 79%. Ouais, qui disent non. Non, on garde Édouard Philippe. Ouais. On garde Édouard Philippe. Bon, très bien. Ils disent on garde Édouard Philippe ou ils disent pas de ministre écolo. Pas de ministre écolo, mais bon, voilà. Ils préfèrent Édouard Philippe à un ministre écolo, voilà ce qu'ils disent. Ah d'accord. Bon, il y a du boulot. David Cormand, eurodéputé, Europe Écologie Les Verts qui était avec nous, merci beaucoup. Et puis Guillaume Bernard, politologue, qui est également avec nous, bonsoir. Bonsoir Christophe. Allez, on y va. Tiens, première question, David Cormand, essayons de parler vrai, simple et clair. On va faire des suppositions. Pas trop, je vais essayer, mais... Suppositions, des scénarios, voilà. Bon. Jadot, Premier ministre, David Cormand. Non. Pourquoi non? Mais en fait... C'est incroyable cette question en France où on voit les questions des gouvernements comme une question de casting. On n'est pas dans une série ça Netflix. Fait partie du jeu. Non, mais c'est pas un jeu. Moi, je crois que la déclinaison d'un gouvernement, j'essaie de pas faire des mots compliqués puisque vous m'y invitez, ça doit refléter une majorité parlementaire. La majorité parlementaire, elle a été élue en 2017 avec une ligne politique qu'on a connue. Et je vais vous dire, le coup du ministre écolo, on a déjà vu le film. Il s'appelait Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, c'est quand même un écologiste. Il a un poids politique. Tout le monde le connaît. Qu'est-ce qu'il en a tiré comme conclusion? Qu'il n'arrivait pas à faire d'écologie. En fait, il faut arrêter de penser qu'un gouvernement, parce qu'on va mettre une personne qui s'intéresse à l'écologie, va y avoir une politique écologiste. Pour qu'il y ait une politique écologiste, il faut une majorité démocratique pour faire de l'écologie. Et je veux dire, ça tombe bien, c'est ça la démocratie. J'entends ce que vous dites, mais j'entends aussi la petite musique qui vient quand même du pouvoir, de dire on va être plus vert et plus à gauche. Pour la deuxième partie du quinquennat. Pour l'instant, ça se voit pas trop. Pour l'instant, ça se voit pas trop. Ah ben si, c'est la petite musique qui vient. C'est la petite musique qui vient du pouvoir en ce moment. Je suis désolé de vous le dire. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, c'est par exemple le président de la République, peut-être qu'il ment, j'en sais rien, mais qui dit ça à l'une de ses députées qu'il a vue il y a 8 jours, tout juste à l'Élysée. Voilà, j'ai parlé avec cette députée qui m'a raconté ça. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus. Autre possibilité, Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, Premier ministre, est-ce que ça c'est parlant pour les écolos, ça? C'est absurde, enfin. On peut jouer à cela, d'accord. Mais oui, mais les gens, ils ont envie de savoir ce genre de choses. Danny Cohn-Bendit, d'abord, il est très respectable, c'est comme un vieux monsieur qui s'occupe pas trop de ces trucs-là, qui a toujours refusé d'ailleurs d'avoir un rôle politique, ministériel en France, et encore une fois. Qui n'avait pas envie de bosser, oui, surtout. Non, mais ça, c'est votre avis. Il a fait beaucoup de travail au Parlement européen. Bien sûr que si. Mais c'est pas vrai. Attends, je l'ai suivi, Cohn-Bendit, en campagne pour les Verts, c'était au régional, je sais plus quelle année. Aux européennes, il a fait un carton. Non mais attends, il n'avait pas envie de bosser. Il est sympathique, Danny, moi je l'adore, mais il faut rien. Non mais c'est, écoutez, c'est pas ma tasse de thé, Danny. Dire qu'il a rien foutu, c'est injuste. C'était un député européen extrêmement respecté, qui a mené des politiques au Parlement européen. Donc dire qu'il faut rien. Continuons. Après, le problème, c'est la même question. Borloo. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Ça qui est absurde. Justement, peut-être qu'aujourd'hui, les écologistes maintenant sont au devant de la scène. Aujourd'hui, quel serait le personnage qui pourrait incarner ce monde écolo que maintenant qui est au devant de la scène? Vous voyez cette question, parce que elle est très intéressante. C'est quelque chose que maintenant on veut voir, parce que là aujourd'hui on parle de vague verte, du monde d'après, tout ça. Donc aujourd'hui, les écologistes qui étaient, on va dire, très 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 derrière politiquement, et aujourd'hui ils sont devant. Maintenant, quel serait ce visage qui va incarner cette écologie? On était très loin derrière. On est maintenant davantage devant. L'histoire n'est pas finie. Et comment on a fait? Regardez les personnes qui sont devenues maires dimanche. C'est pas des stars. C'est pas des gens justement, qui venaient râler. D'après, c'est ça. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Moi, je crois en la politique par les idées. Et ce qu'on a essayé de construire, c'est non pas des choses où on se met en avant parce qu'on est, on parle fort, on est tribunicien, on est je sais pas quoi. C'est des gens qui ont construit un projet en collectif, qui l'ont incarné parce qu'il fallait bien une personne pour devenir maire. Oui, faut incarner. Mais en équipe. Et ils ont tous ce point commun-là. Toutes et tous. C'est-à-dire que c'est justement pas qui. Ils ne se sont pas posé la première question, ça va être qui. Ils se sont posé la question. Ça va être quoi? Pour faire quoi? Quelle équipe? Comment on construit? Et moi, je crois que la politique à l'avenir, ça doit plutôt ressembler à ça. Guillaume Bernard, politologue, quel est votre sentiment, vous? Parce que, bon, voilà, on dit que Macron veut tout changer, justement. Est-ce que vous croyez à la possibilité de ce tournant écolo, d'un Premier ministre ou
pas forcément d'un Premier ministre d'ailleurs, mais de ministres verts de manière plus conséquente dans le gouvernement, peut-être même un Jadot d'ailleurs, hein, parce que derrière le discours de Jadot, il y a peut-être une envie d'être ministre assez vite, hein, j'en sais rien. Bref, quel est votre sentiment, vous ? Alors, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron, abordant les questions de climat, de pollution depuis un certain temps, avait prémédité, avait envisagé le fait que les questions écologiques seraient un sujet important de la prochaine présidentielle. Donc, il y a peut-être une magouille politicienne de son côté, mais peut-être pas totalement et uniquement. Ensuite, il y a des intérêts contradictoires. Évidemment qu'Emmanuel Macron a besoin de mouiller le maximum de courants politique, de partis dans sa grande coalition, de l'élargir la plus possible, de faire rentrer des LR pour démantibuler l'appareil, de faire rentrer, pourquoi pas, des Verts aussi. En revanche, évidemment, du côté des Verts, leur intérêt, c'est eux d'essayer de pouvoir peser le plus possible sur Macron en 2022, pourquoi pas de capter des électeurs de LREM, et d'ailleurs ils en ont sûrement capté lors des dernières municipales, et donc par conséquent de pouvoir peser sur lui en étant un danger, parce que si les Verts peuvent présenter un candidat à la présidentielle et que ce candidat empêcherait Emmanuel Macron d'être au second tour de la présidentielle, et bien dans ces conditions, évidemment, ils pèseront beaucoup plus. Donc si on raisonne uniquement d'un point de vue politicien, j'entends bien que c'est moins important, évidemment, que les enjeux de politique, de grande politique. Mais d'un point de vue politicien, Macron a intérêt de mouiller le maximum de courant. Aujourd'hui, les Verts, qui ont eu des victoires qu'il faut quand même un tout petit peu relativiser, je pourrais vous en dire un mot si vous voulez, mais enfin qui ont eu objectivement des victoires symboliques importantes, et bien évidemment eux ils ont intérêt à rester indépendants. Pourquoi ? Tout simplement pour se substituer au Parti Socialiste, pour devenir la principale force à gauche et pour pouvoir présenter un candidat et peser sur la prochaine présidentielle. Allez, Françoise de Gois va répondre tout à l'heure, dans quelques instants dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. On poursuit le débat. Les vraies voix. Remaniement en vue pour remplacer Édouard Philippe après les municipales remportées par les Verts. Faut-il un Premier ministre écolo ? Tiens, 0826 300 300 et les réseaux sociaux, est-ce que ça évolue un petit peu ? C'est toujours la même chose, 79% de nos auditeurs qui ne veulent pas d'un Premier ministre écolo, et puis beaucoup de commentaires qui nous disent de toute façon les écolos c'est le PS avec un nouveau logo. Voilà tout. Ouais, bon, mais ça, c'est une vue rapide d'esprit. C'est ça, ouais. Voilà. Bon. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Le grand débat des Vraies Voix se poursuit avec Françoise de Gois, Philippe Bilger, notre nouvelle Vraie Voix, Abdoulaye Kanté qui est avec nous, et bien sûr Philippe Rossi. Remaniement en vue pour remplacer Édouard Philippe après les municipales remportées par les Verts. Faut-il un Premier ministre écolo ? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus pour en parler. Et évidemment, les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, c'est le nom qui l'emporte. Alors ça augmente un petit peu, on passe de 79 à 83% de nos auditeurs qui ne veulent pas de Premier ministre écolo. Et puis j'aimerais vous lire ce commentaire de Richard, qui nous dit: la France a besoin d'un Premier ministre digne de ce nom, absolument pas d'un lecteur de CO2, je le cite, un poseur de jardinière, amoureux du vélo et de la taxe carbone. C'est son avis. Bon, c'est peut-être un peu réductif, je sais pas. Il faut quand même savoir que chez les Verts, il y a des grandes tronches. Hein. Les gens pensent que c'est une espèce de secte qui marche avec des Birkenstock et qui cueille des fleurs toute la journée. C'est pas vrai. Non, vous avez des grands économistes, vous avez des grands chimie, je les défends parce que cette image qui est véhiculée est un peu stupide. J'étais tout à fait d'accord avec le politologue tout à l'heure. Je vais vous donner la parole tout de suite, Philippe. Pour dire d'ailleurs que il s'est anticipé que moi j'ai la confirmation, mais David doit l'avoir, que Emmanuel Macron a essayé de faire venir au gouvernement Pascal Canfin, qui a refusé. Il a essayé de faire venir NKM. Ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Oui, il a essayé de faire venir Nathalie Kosciusko-Morizet, écologiste de droite, supposément. Hein. Ouais. Et a priori, elle aurait refusé. D'accord pour démanteler. Il a eu des contacts avec Damien Abad, le patron du groupe des Républicains, des LR, pour essayer de faire venir. Il est un peu coincé, si vous voulez, Emmanuel Macron, parce qu'il va faire un gouvernement de casting. Et là où je suis d'accord avec David Cormand, c'est que un remaniement, ça peut pas être un casting. Vous savez, le casting, ça dure 24 heures, ça fait quelques jolis papiers, et après ça fait pchit. Quand on remanie, on fait un vrai reset. Est-ce qu'on remanie pour changer ? Moi, j'ai l'impression que ça a toujours été un casting. Je crois
que soit la couleur politique. Non, je pense pas. Par exemple, le Jospin... Assez souvent. Assez souvent, oui, voilà. Oui, non, mais je crois pas. Je pense qu'il y a eu des changements de cap. Mitterrand, d'ailleurs, 83, 84, Fabius, quand il enterre finalement le rêve socialiste, là, c'est un véritable reset. Ça ne va pas porter bonheur. Mais je veux dire par là que faire un casting pour un casting, ça va durer 24 heures. Et je pense que les Verts ont tout à fait raison de ne pas aller dans cette galère. Philippe Bilger, qu'on n'a pas encore entendu. David Cornan, je voulais vous demander, à la suite des municipales et pour les échéances futures, notamment présidentielles, est-ce que l'adhésion aux Verts, à l'heure actuelle, est-ce que c'est l'espérance pour certaines personnes d'un nouveau monde, puisque la promesse ancienne s'est délitée, ou bien vous voyez un peu l'écologie comme une forme de centrisme un peu lassé entre une droite qui déçoit et une gauche qui n'est pas enthousiasmante? Elle est pas mal, votre question, parce que je pense qu'en réalité, c'est un peu les deux. Je retirerais le mot centriste. Plutôt central. Ouais. Je le remplacerai par central. Mais en fait, vous avez raison. C'est à la fois des gens qui se disent comment on imagine le monde de demain, parce que on voit bien les limites, c'est l'effondrement de la biodiversité. Là, je crois, au moment où on parle, il fait 36 degrés dans le cercle arctique. Enfin bon, tout le monde comprend qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les inégalités qui augmentent. Et c'est aussi, vous avez raison, une lassitude ou un rejet de ce qu'avait structuré la politique depuis 100 ans entre la gauche de gouvernement plutôt social-démocrate et la droite conservatrice et libérale économiquement, pour faire très vite. Pourquoi ? Parce que les deux promesses de ces deux piliers de la démocratie sont des promesses intenables. Parce qu'elles s'appuient sur un même mythe, celui de la croissance infinie dans un monde fini. Or là, vous voyez, c'est les deux. C'est à la fois des gens qui comprennent que les offres jusqu'à maintenant politiques ne marchent plus, et des gens qui espèrent autre chose. C'est-à-dire que c'est pas seulement dégagiste. C'est à la fois, on en a marre de ce qui se passe, mais on espère positivement un autre modèle. Ouais. Guillaume Bernard, est-ce que vous croyez, vous, à cette verdisation de la politique après les municipales, à la veille de ce remaniement ou pas? Oui et non. C'est-à-dire que je crois qu'il faut quand même distinguer l'écologie et les préoccupations écologiques, le paysan qui fait de l'agriculture biologique par exemple, et j'en ai plein qui habitent à côté de chez moi, et dans le bocage, et puis de l'autre côté, je dirais les Verts, qui est un parti, qui a quand même une doctrine, qui a quand même, je dirais, un discours qui va bien au-delà, qui engage bien d'autres choses que simplement, je dirais, la préoccupation d'éviter la pollution, ce genre de choses. Bon, c'est un parti qui a quand même des positions très claires, très à gauche, sur les questions d'immigration, sur les questions d'identité, etc. Et donc, par conséquent, je crois qu'il faut bien rappeler les circonstances de ces dernières municipales. 55% d'abstention au premier tour, 60% d'abstention au second tour. Par conséquent, c'est plus les Verts qui sont en train de se substituer au Parti socialiste au sein de la gauche qu'une véritable poussée, je dirais, du Parti des Verts. Parce que ce sont les grandes villes, ce sont les métropolitains qui ont voté pour le Parti des Verts. Moi, dans ma campagne, si donc vous voulez... les gens sans trop de problèmes. Vous êtes en train de dire que ce sont les gens sans trop de problèmes de centre-ville, de grandes villes. Oui, de centre-ville qui ont des emplois, qui ont sans doute des préoccupations, je dirais, écologiques réelles. Moi, je ne fais procès d'intention à personne, mais c'est quand même plutôt une écologie qui est vécue en campagne chez moi comme étant une écologie punitive et pas une écologie positive du style l'agriculture biologique ou ce genre de choses. Et donc par conséquent, je crois qu'il faut bien distinguer les deux. Il y a incontestablement une préoccupation de la population française de plus en plus importante, et tant mieux, sur les questions écologiques, et puis il y a le Parti des Verts qui a, je dirais, un positionnement qui est incontestablement à gauche et qui est en train de se substituer au Parti socialiste. Je rajouterais pardon, François, c'est juste tout simplement que sur la question des quartiers populaires, parce qu'effectivement, je pense aussi qu'il y a eu un vote massif dans les quartiers, on va dire, excuse-moi du terme bobo, mais il y a les quartiers populaires. Donc, où est la place de l'écologie dans ces quartiers-là ? Quelle réponse pourrait amener les écologistes dans ces quartiers-là ? Notamment, voilà, pour mieux consommer, la sécurité. Mieux manger, mieux se nourrir. La sécurité, par exemple, qui est quand même une problématique aussi, et le logement. Qui sont des problématiques quotidiennes. Non, mais c'est vrai, au lieu de cultiver du shit, ils pourraient cultiver des poireaux. Non, mais je rajouterais la justice. Non, mais je rajouterais la justice alimentaire, qui est quelque chose de très. C'est pour rire. Il y a une injustice alimentaire. Parce que pendant le Covid, on a vraiment vu quand même les difficultés dans les quartiers populaires qui étaient très très réelles. Donc, quelle est la réponse des écologistes face à ce genre de situation ? Les quartiers populaires.
En fait, les deux questions qui sont posées, il y a un peu la question sur les territoires ruraux, etc. Et là, vous parlez des quartiers populaires. En fait, ce dont on parle... Ça peut se rejoindre quand même. C'est ce que j'allais vous dire. Ah. C'est toutes les personnes qui se sentent à la périphérie de là où ça se décide. Et on est dans un moment de rupture démocratique. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les gens s'abstiennent, où on a le sentiment que là où ça se décide, et les gens qui décident sans de plus en plus de catégories de personnes. C'est les oubliés. Et d'ailleurs, il y a eu des mouvements sociaux qui ont exprimé ça. Je pense aux Gilets jaunes, mais je pense aussi au Black Lives Matter. Je pense aussi au mouvement MeToo. Si, c'est à chaque fois des gens qui disent... C'est autre chose. Pardon, moi j'y vois un lien. On n'est peut-être pas d'accord dessus, mais j'y vois un lien. Le lien, c'est les personnes qui se disent, en fait, on subit une pression, des décisions dont nous pâtissons et nous ne sommes pas entendus. C'est des mouvements sociaux qui disent, voyez-nous, vous nous oubliez, on subit des choses et vous nous oubliez complètement dans les décisions parce politiques. Que les gens n'ont plus confiance aux politiques. Les gens n'ont plus confiance en ces corps intermédiaires qui étaient censés négocier, on va dire, je veux dire, la cherté de la vie, ça concerne tout le monde ici, autour de la table. Vous savez que quand vous allez dans un supermarché, vous pensez aussi au caddie. Quand vous allez dans une station-service, l'essence est toujours aussi haute. Donc, du coup, si vous voulez, les gens, en fait, aujourd'hui, n'ont plus besoin de discours. Ils ont besoin de concret, de réel. C'est pour ça que les Gilets jaunes sont arrivés, des personnes qui n'ont jamais manifesté de leur vie, ils se sont dit c'est bon, on n'a plus confiance à ces corps intermédiaires qui sont censés nous défendre auprès des politiques. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que les politiques, vous les écologistes qui arrivez, je veux dire, on vous voit maintenant entre parenthèses en lumière, qu'est-ce que vous pouvez apporter de nouveau par rapport à ce qu'on a connu depuis ces dernières années? D'abord, on dit la même chose. Et je me permets juste... Attends, on laisse répondre. De poser le constat. Parce que pour pouvoir répondre à tout ça, il faut d'abord poser un constat. J'oublie un mouvement social, qui n'est pas des moindres, qui est le mouvement climat. Ces 4 mouvements sociaux, Gilets jaunes, Black Lives Matter, MeToo, climat, pour moi, ils font partie de mouvements d'émancipation par rapport à une société qui les oppresse et qui n'apporte pas de réponse politique à ces problématiques-là. Et donc, pour répondre à ça, par exemple, dans les quartiers populaires, les gens, ils font de l'écologie subie. Moi, j'aime pas parler d'écologie punitive. Je pense que c'est un terme qui a fait perdre une décennie. C'est le ressenti que les gens ont en ce moment. J'ai le droit d'y répondre. La question de l'écologie punitive, je pense que c'est un terme qui a fait perdre 10 ans à l'écologie. Pourquoi? Parce que ce qui est punitif, c'est pas l'écologie. C'est l'air pourri qu'on respire. C'est le manque d'écologie qui est punitif. Et dans les quartiers populaires, les gens... Allez expliquer ça, par exemple. On parle des gens des quartiers populaires, ou on parle des gens qui n'ont pas des moyens énormes. Allez expliquer, par exemple, à quelqu'un qui, tous les jours, est obligé de prendre sa voiture pour aller, par exemple, à Bordeaux, où votre ami Urmic a été élu. Le même Urmic qu'on a eu hier en direct pendant un quart d'heure dans Les Vraies Voix, qui d'ailleurs, je trouve, est assez excellent. J'attends de voir ce qu'il va faire, mais c'est assez excellent. Mais qui dit ce matin, moi, je ne veux plus de voiture à Bordeaux. Et d'ailleurs, pour dégoûter un peu les gens, ce que je vais faire, c'est que dans un certain nombre de rues, de boulevards que l'on connaît bien quand on est en Gironde, on va passer à 20 km/h. Si c'est pas punitif, je sais pas ce que c'est. Mais pardon, c'est d'être obligé d'avoir une bagnole qui est punitif. Vous savez combien ça coûte d'avoir une voiture par mois? Ah ben moi j'en ai une. Combien ça coûte d'avoir une voiture par mois? Non mais je sais bien que ça coûte. Mais je préfère avoir ma voiture. Je préfère être seul dans ma voiture. Je suis désolé et être libre. David, quand vous habitez à Châteauroux, que vous habitez chez moi dans les Hautes-Pyrénées, tu vois, c'est compliqué. Qui dit le contraire? T'as un quart. Parce qu'on dit le contraire. On est tous d'accord, mais d'accord. On va pas se renvoyer au visage. Ah, il y a des gens qui sont obligés. Là, il faut plus de quart. Voilà, il faut des quarts. Mais non, des moyens plus propres, on va dire. Non, mais attendez. Sur l'histoire de la voiture, j'en ai ras-le-bol d'entendre que la voiture, c'est un objet d'émancipation et de liberté. Je ne suis pas d'accord avec ce constat-là. Moi, je le vis comme ça. Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous dire pourquoi, si je peux en placer une. Parce que c'est cher. Et vous me parlez de la cherté de la vie. C'est cher. C'est 700 €. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est 700 € par mois. Bien sûr. Donc moi, je voudrais faire en sorte que les gens ils soient plus obligés d'être prisonniers d'un truc qui pèse 1,4 tonne pour transporter 2 fois par jour quelqu'un qui pèse 70 kilos. Est-ce que c'est rationnel? Non, mais c'est pas rationnel, mais c'est obligatoire. Dans plein d'endroits de France, tu peux pas faire autrement. Mais arrêtons de faire de la politique alors. Non, mais moi je suis d'accord. On laisse les gens se démerder. Mais moi je suis d'accord sur les transports en commun. Mais moi je suis d'accord sur les transports. Donc vous l'avez votre réponse. Je suis d'accord pour l'État. Mais combien de régions mettent ça en place? Enfin, David. C'est pour ça que c'est politique. Alors, j'explique. C'est incroyable. Je voulais juste dire. Quel fatalisme? Moi je suis pas fataliste. Mais il n'y a pas de fatalisme. Il y a aussi un plaisir à aller. Mais il y a aussi un plaisir à aller dans sa bagnole et à descendre sur une autoroute dans sa bagnole. Enfin. Après, c'est plus de
un principe de plaisir aussi. De faire tu peux pas être là. Tu peux pas être là à essayer de rééduquer la vie des gens. Il y a des gens qui adorent rouler. Il faut rééduquer. Tu dis qu'il faut libérer les gens. Mais il y a des gens qui sont très heureux d'avoir une super bagnole. Mais c'est pas vrai. De moins en moins. Attends, qui peut s'acheter une super bagnole? David, je sais pas dans quel monde vous vivez. Je sais pas dans quel monde vous vivez. Qui a les moyens de s'acheter des super bagnoles? S'il vous plaît. Les VTC m'amènent maintenant en Tesla. C'est vous qui pensez qu'aux riches. Je te jure que quand tu es dans une Tesla, mon chauffeur VTC qui est venu m'amener en Tesla, 80 000 balles, il se l'est payé. Quand tu es dans une Tesla, tu te dis que la voiture a un autre sens que la voiture. C'est son objet de travail. C'est son outil de travail. Et c'est là que je dis justement que les écologistes qui arrivent justement devraient développer ces véhicules qui sont censés être propres sans qu'on nous empêche d'avoir cette liberté de conduire. La voiture électrique, c'est pas propre, aux dernières nouvelles. Je viens très ce qu'est un véhicule. Et vous croyez que les gens ils pourront s'acheter une bagnole à 80 000 euros? Non, mais je suis d'accord avec toi. Juste une chose par rapport à ce qu'on vient de dire. Aux Français, vous aurez tous une bagnole à 80 000 euros. David Cormand, je vous dis simplement la chose suivante. Vous dites, mais qui achète des voitures? Écoutez, on a entendu un reportage dans le Grand Matin. J'ai dit qui achète des grosses bagnoles. C'est ça que j'ai dit. Non, mais il y a plein de gens qui achètent des grosses bagnoles parce qu'ils ont plein d'enfants. Est-ce que vous pouvez vous taire? On a entendu un reportage dans le Grand Matin sur une radio hier qui était très simple. On se disait que après le confinement, après le Covid, le monde d'après, on n'allait plus acheter de voitures, etc. Les concessionnaires sont débordés par les demandes. Débordés ça, c'est la prime, c'est l'effet de la prime. Oui, peut-être, mais ils sont débordés par les demandes. Donc, venez pas dire que les gens n'aiment pas la voiture. Les gens adorent la bagnole. Il n'a pas dit qu'ils n'aimaient pas la bagnole. C'est gentil de me faire dire ce que j'ai pas dit. Non, il n'a pas dit ça. Si, c'est ça que vous vouliez dire. Non, mais on t'est gonflé, il n'a pas dit ça. Soyons honnêtes, il a dit qu'il n'y a pas les moyens d'acheter une voiture. Mais moi, je dis simplement que pour l'écologie, vous êtes là, vous arrivez, mais donnez-nous des voitures propres. Faites en sorte qu'on ait... Mais c'est quoi des voitures propres? Mais des voitures qui permettent justement de moins polluer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une voiture propre. Il y a une politique à faire. Même le GPL, non, ça n'existe pas. Vous êtes des politiques, c'est à vous de justement d'impousser. On est des politiques, on n'est pas des magiciens. Il ne faut pas mentir aux gens. Moi, je veux dire, je dis pas mentir. La question de la bagnole, elle est passionnante. On attend ça depuis des années. On était parti sur Macron et le gouvernement, quand même. La question de la bagnole, oui, c'est ça. La question de la bagnole, elle est très intéressante parce que je vais vous dire, on a fait une promesse aux gens qui était une promesse intenable. On leur a dit, on va vous éloigner de votre lieu de travail. On leur a dit, vous ne pouvez pas habiter en centre-ville, c'est pas grave, on va créer des banlieues, on va créer des lotissements. Vous n'avez plus de services publics, c'est pas grave, vous allez mettre plus loin. Mais votre autonomie sera garantie par votre automobile. Et ça, c'était une promesse intenable. Et cette promesse-là, elle a été faite il y a 40 ans. Et aujourd'hui, on se rend compte, bah merde, ça marche pas. D'abord, l'essence, c'est de plus en plus cher, et pas qu'à cause des taxes. C'est de plus en plus cher parce que le pétrole accessible est de plus en plus cher à aller chercher. Il y a les conséquences du changement climatique. Et on se rend compte que le prix d'une voiture, je vous l'ai dit, c'est 600 € par mois, fois 12, ça fait 7 200 € par an. C'est un 13e plus un 14e mois. Et certaines familles en ont besoin de 2. Oui, bien sûr, et donc, il y a besoin d'une nouvelle promesse aux gens qui n'est pas une fausse promesse. C'est pour ça que je rebondis par rapport à dire la promesse de l'avenir, sauf à mentir, ça peut pas être on va vous filer à tous une bagnole propre. Une bagnole même électrique, c'est des métaux rares. La possibilité d'en faire des batteries. Les métaux rares, c'est aller les chercher dans les pays du Sud en exploitant ces pays-là. Donc en fait, il faut arrêter de mentir aux gens. Non, mais il y a des voitures plus propres. Par exemple, la voiture au biocarburant. Est-ce que ça, tu peux l'admettre? Non, mais je te demande. Moi, je sais pas. Ça vient d'où les biocarburants? Ça vient de la fabrication propre, de la méthanisation. Est-ce que toi, tu peux... Alors, les biocarburants, c'est plusieurs trucs. C'est la méthanisation. Bien sûr, mais attention, la méthanisation, elle pourra pas compenser l'ensemble des fraudes. Et surtout, ce qu'on a essayé de faire, ce qui est encore pire, c'est ce qu'on a appelé les biocarburants, c'est qu'on a utilisé des terres agricoles pour faire pousser de l'essence. C'est Avril qui fait ça. C'est ouf. Bien sûr. On est en train de raser les forêts primaires pour à la place faire rouler les bagnoles. Juste une chose. C'est intéressant tout ce qu'on vient de dire. Parce que ça rejoint finalement notre débat, c'est-à-dire le remaniement, et puis est-ce qu'il y aura plus d'écologistes dans le gouvernement? Parce que tout ce qu'on vient de parler, là, ce dont on vient de parler, tout ce qu'on vient de dire, je l'entends pas. Je l'entends pas dans la bouche des gens de La République En Marche. Mais c'est normal. Je l'entends pas dans ceux qui seraient... Allez,
compatible avec La République En Marche et qui sera un peu vert, etc. Non, mais c'est intéressant. Je vais juste te dire une chose, Christophe. Une connerie, t'allais dire. Non, une connerie. Je vais juste te dire une connerie. Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, il a fallu que Fabius et Royal piquent les fesses vraiment de Hollande sur la COP21. Mais comme tous ses prédécesseurs, Macron n'a pas de sensibilité écologique. Macron, il faut bien comprendre que c'est homo economicus. Tout ce qui dérange le business doit être tel qu'il est. Tout ce qui dérange le business tel qu'il est doit être ou accompagné, c'est exactement ce qu'il fait avec la Convention citoyenne, parce que les mesures les plus puissantes, il les retoque évidemment. Sur la fiscalité, c'était très fiscaliser important. Les dividendes, pour lui, c'est insupportable. En plus, imagine qu'on parlait pas de dividendes au bout d'1 million de dollars. On parle de 4%, au-dessus de 10 millions de dollars. Ça laisse quand même de la marge. Tout ce qui dérange le business pour Emmanuel Macron n'est pas intéressant. Philippe Binger, quel est votre sentiment par rapport à tout ce qu'on vient de dire là ? Ça ne bougera jamais sur l'écologie, jamais. Moi, pour traiter le sujet un petit peu, Christophe, moi je pense que ce serait une erreur de prendre un... Si d'ailleurs on ne sait pas si Édouard Philippe va être remplacé. Hein. Après tout... On va voir. Mais c'est vrai que ça sent de plus en plus le roussi, je pense. Mais s'il était remplacé, en fait, je ne crois pas c'est difficile de changer de cap en gardant Philippe. Je ne crois pas qu'il faudrait prendre un Premier ministre d'intégrité écologique. Je pense que tous les ministères, pour s'imprégner de ce qu'il peut y avoir de positif dans l'écologie, auraient besoin d'un politique Premier ministre qui serait dans une sorte d'équité politique, parce qu'il y a peut-être des extrémismes et des outrances au sein de l'écologie, une écologie dogmatique dont il convient de débarrasser un peu le pouvoir. Donc, à la limite, si j'osais cette incongruité, Édouard Philippe aurait été parfait, puisqu'il est réticent à l'égard de l'écologie. Il aurait favorisé une écologie non pas punitive ni subie, mais au fond cette écologie qui est le bien commun de tous les Français, même de ceux qui estiment en être éloignés. Ouais, alors Philippe, qu'il y ait un personnage qui puisse incarner cette nouvelle écologie. Ouais. Philippe Binger, je voudrais terminer avec vous, parce que bon, alors on parle, hein, on verra bien ce qui se passe, de Florence Parly peut-être à Matignon, la ministre de la Défense. Avec Laurence Tubiana. Et Laurence Tubiana également. En bras droit, donc Madame COP21. Bon, je sais pas, c'est un affichage. À voir. Mais Philippe Binger, juste un commentaire. Macron veut plus de société civile, c'est ce qui se dit aussi. Et François Molins, l'ex-procureur, pourrait se retrouver à la justice. Vous en pensez quoi ? Alors François Molins, c'est un grand magistrat, et je ne le dis pas de tous les magistrats. En même temps, il ne pourra faire que mieux par rapport à Nicole Belloubet, mais je ne suis pas persuadé que pour ces postes régaliens, il faille prendre des techniciens même de haut niveau. On a eu une expérience calamiteuse avec un garde des Sceaux magistrat, c'était Pierre Arpaillange, mais François Molins, s'il occupe le poste, et puis, pardon, je termine vite, Christophe, ça sert à quoi de changer le garde des Sceaux s'il fait la même politique, hein? Oui, et François Molins, s'il devient garde des Sceaux, il devra changer. Voilà. C'est la limite du casting. Bon, et Castaner qui pourrait donc partir de l'intérieur et aller au groupe. Pour aller ailleurs. Pour aller ailleurs. Bon, merci en tout cas, mon cher Guillaume Bernard. Vous n'avez pas trop parlé là, mais enfin, bon, je ne pouvais pas faire autrement. Merci Guillaume Bernard. Je ne pouvais pas trop intervenir dans le débat, mais qui est très révélateur. Révélateur de quoi ? Révélateur de ce dont on parlait, c'est-à-dire de l'ambiguïté du Parti vert, qui n'a pas le monopole de l'écologie. Dire que Black Lives Matter et les Gilets jaunes, eh bien, ça convergerait, je crois que c'est une vue de l'esprit. Voilà. Bon, on aura l'occasion de reparler de tout ça, bien évidemment. Merci Guillaume Bernard, en tout cas. Merci David Cormand également d'être venu éclairer notre lanterne. Allez, dans un instant, le roi de l'info.